Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour chers auditeurs et bienvenue à cette nouvelle émission de notre Histoire en tête. Aujourd'hui, nous avons deux invités sur des sujets qui vont nous faire voyager en Espagne, en Chine, à Cuba, au Chili, tout en restant les deux pieds dans le Québec, avec toute l'effervescence de gauche qu'il y a eu au tournant des années 1970. Alors, en deuxième partie d'émission, nous allons recevoir Marcel Naud Jr., qui vient de publier un livre sur Cuba, Chili et Québec de 1959 à 1979. Mais tout d'abord, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Saint-Pierre pour son ouvrage « Revenant de Chine, Norman Bethune en mémoire », publié en 2023 aux presses de l'Université Laval. Bonjour Marc. Bonjour Guy, ça fait plaisir d'être ici. Je suis content que tu sois là. Et avant de plonger dans votre ouvrage sur la mémoire de Norman Bethune, commençons par faire connaissance. Vous travaillez aujourd'hui comme historien pour Anecdote, une plateforme mobile québécoise qui se présente comme un outil de découverte culturelle et historique. Vous êtes né à Québec en 1980 et c'est au moment d'un stage en Chine en 2006 que vous avez découvert Norman Bethune. Après des années de recherche, vous avez produit en 2017 un mémoire de maîtrise à l'Université Laval, dirigé par les professeurs Shan-Wen Lee et Martin Paquette. Et le titre du mémoire, c'est « Héros chinois, virgule, aussi un héros canadien, point d'interrogation. Étude des représentations canadiennes de Norman Bethune, de sa mort en 1939 jusqu'en 1979. » Dites-nous donc ce qui vous a amené à choisir ce sujet-là. Oui, alors, vous l'avez bien dit, en fait, ça a commencé à partir d'un stage en Chine en 2006. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a amené à Bethune, c'est ma passion pour la Chine. Donc, j'avais déjà commencé à prendre des cours de mandarin à ce moment-là. Et puis, j'ai fait ce stage-là en Chine en 2006. Et je ne connaissais pas du tout Norman Bethune encore. J'arrive en Chine et puis j'ai appris à dire que je viens du Canada en chinois. Et puis, au moment où je dis ça, j'allume une lumière chez les Chinois qui vont tout de suite faire référence à Norman Bethune, qui vont me dire « Ah oui, tu viens du Canada, c'est le pays de Norman Bethune. Waouh, c'est bien, c'est bien. » Et puis, j'ai réalisé à ce moment-là à quel point Norman Bethune, à ce moment-là, je ne le connais pas du tout. Je me demande si c'est un Québécois, si c'est de où il vient, oui. non? Il s'appelle Normand. En fait, c'est Norman. C'est ça. Et puis, voilà, ça commence à attirer mon attention. Pourquoi ce monsieur-là, qui est aussi connu en Chine, n'est pas connu au Canada, Voilà. ni au Québec? Donc, au moment de faire mon mémoire de maîtrise, je suis dans le bureau de mon professeur, je me cherche un sujet sur l'histoire de la Chine, et puis lui, fasciné par Norman Bethune, me propose de travailler sur Bethune. Et puis j'ai fait, oui, ça me paraît un excellent sujet. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Et oui. Alors, ce qui nous intéresse ici, en fait, votre sujet, c'est les représentations qu'on se fait au Canada, mais aussi en Chine, de cette figure de Norman Bethune. Vous voulez comprendre comment il est devenu un héros, ce qui vous avait frappé quand vous êtes arrivé en Chine. Alors, votre ouvrage est très bien construit et il s'ouvre, comme il se doit, par un chapitre sur la biographie de Bethune, pour qu'on comprenne bien ce qu'il a fait et aussi sa personnalité, qui est ce bonhomme. On voit donc sa naissance, ses études en Ontario, sa pratique de la médecine à Montréal à partir de 1928, sa participation à la guerre d'Espagne d'octobre 1936 à juin 1937, et finalement, en janvier 1938, son départ pour la Chine et son travail avec l'Armée rouge comme médecin jusqu'à son décès le 12 novembre 1939, qui est une date importante à retenir ici. Alors, indiquez-nous donc ce qui vous a le plus frappé dans son itinéraire.
Ben, tout d'abord, ce qui m'a frappé, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la différence d'image qu'il peut y avoir au Canada et en Chine. C'est vraiment ça qui m'a attiré l'attention au départ. Et puis ensuite, j'ai commencé à connaître le personnage lui-même, qui est un personnage franchement fascinant. C'est quelqu'un qui a un caractère, on va dire, bouillant, qui veut faire des choses et puis qui prend le taureau par les cornes, on va dire ça comme ça. Ce qui m'a frappé aussi, c'est tout ce qui fait qu'il est allé, faire des aventures très risquées en Espagne lors de la guerre civile espagnole en 36 et ensuite en Chine dans la guerre sino-japonaise 1938. Alors que, Norman Bethune était un médecin pas mal reconnu, Respecté ici, et c'est respecté. ça. Bon, il avait ses idées, évidemment, il n'était pas respecté par tout le monde, mais je veux dire, il avait une carrière. Il aurait pu très bien continuer sa carrière, avoir une belle vie en vivant soit au Canada ou aux États-Unis ou peut-être même en Europe. Donc, il y avait des opportunités d'emploi à ce moment-là. Et qu'est-ce qui fait partir comme ça en Espagne ou en Chine? Bon, alors c'est un long processus qui commence par une réflexion. En fait, lui, à la fin des années 20, il est atteint par la tuberculose. Et la tuberculose, à ce moment-là, on appelle ça la peste grise. C'est une maladie mortelle. Et puis, pour se guérir de la tuberculose, à ce moment-là, on n'a pas d'antibiotiques. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans un sanatorium où on prend de l'air frais en montagne. Il y a des sanatoriums un peu partout en Amérique du Nord. Il y en a dans les Laurentides. Il y en a dans l'État de New York, dans les Adirondacks. Donc, on s'en va en montagne, prendre le grand air. Et puis, on se repose, tout simplement. C'est ce que Bethune va faire. Donc, pendant un bon moment, plusieurs mois, presque un an, si je me rappelle bien, il va être là, lui, à Saranac Lake, dans l'État de New York. Il va essayer de guérir la tuberculose. Donc, il va éventuellement guérir. Mais tout ce long processus-là de guérison, où il est à peu près limité à ne rien faire, Oui, ça va l'amener à réfléchir beaucoup. oui. Donc, il va dire, en guérissant, il va dire, waouh, je suis vraiment passé près de la mort. Et puis, je réalise que j'avais un peu gaspillé ma vie auparavant. Donc, à ce moment-là, il se dit, je vais essayer de trouver quelque chose, quoi faire avec ma vie, Pour se rendre utile. pour me rendre utile à l'humanité, et je vais le faire avant de mourir. Bon, C'est un moment déterminant dans sa vie. c'est ça. Donc, à partir de là, il va se mettre à réfléchir. C'était pas quelqu'un qui était très politisé. Il va réfléchir à plusieurs choses et il va devenir de plus en plus à gauche. Il va éventuellement faire un voyage en Russie et il va être quand même impressionné par la gestion de la santé en Russie. Lui, il était frappé par les conditions socio-économiques des gens qu'il traitait. Lui, c'est un spécialiste de la tuberculose. On est pendant la crise. On est pendant la grande crise C'est ça. économique, exactement. Donc, pendant la grande crise économique, ceux qui ont la tuberculose, c'est encore plus frappant à ce moment-là. Les gens qui ont de l'argent, qui sont riches, vont survivre de la tuberculose et les gens qui sont plus pauvres vont en mourir de la tuberculose. Et ça, c'est très frappant. Et lui, il réalise que, oui, il faut attaquer la maladie en traitant les patients, mais aussi il faut attaquer la source ou la racine du problème qui est finalement le système capitaliste. D'où une vision socialiste de la médecine. Si Exactement, exactement. Et puis, il va commencer à militer pour un système de santé publique. C'est un précurseur de cette idée-là au Canada dans les années 30 ou vers 1935-36. Mais ça ne fonctionnera pas. Et puis, il va être déçu que son idée ne fonctionne pas. Il va garder, comment je dirais, l'intention de faire quelque chose pour l'humanité. Et là va arriver la guerre civile espagnole. Mais ensuite, il va arriver la Chine. Et c'est là que vous arrivez à la Chine. Expliquez-nous donc en 2 mots ce qu'il a fait en Chine. Bon. Il n'était pas satisfait complètement de ce qu'il avait fait en Espagne. Il était sorti d'Espagne un peu amer, un peu déçu. Oui. Quoique ses accomplissements en Espagne étaient quand même extraordinaires. Il avait conçu un système de transfusion sanguine mobile il l'avait mis sur place et c'était la première fois dans l'histoire des annales militaires qu'un système comme ça se faisait. Mais bon, il n'est pas complètement satisfait. Il retourne au Canada et puis il reste amer à l'intérieur. Il dit quelque chose à l'intérieur de lui qui dit non, j'ai pas fait encore, j'ai pas rempli ma mission. Et puis, il va se mettre à lire sur la Chine. Et puis, il voit la Chine un peu comme un autre précurseur, la guerre en Chine un peu comme un prélude à la Seconde Guerre mondiale, un peu comme il avait vu en Espagne. Il dit, il faut que j'aille en Chine. Donc, il y va. Il y va.
Il arrive à Hong Kong en avion. Après ça, il passe à Wuhan, actuel. Et puis ensuite, il fait un long voyage avec des mules et des chevaux pour se rendre jusqu'à Yan'an, la capitale des communistes de l'époque, qui sont dans le nord-ouest de la Chine, une zone sous-développée, pauvre. Donc, à ce moment-là, les communistes se battent contre à la fois le Japon et le gouvernement chinois. Pas tout à fait, non. C'est-à-dire, la guerre civile est terminée à ce moment-là. On fait une trêve pour pouvoir se concentrer contre le Japon. Contre le Japon, c'est ça. Et puis, il n'y a plus de guerre à ce moment-là contre les nationalistes, entre les nationalistes et les communistes, mais la guerre va reprendre après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il arrive en 1938, il meurt en 1939. Comment il est mort? Bon, alors, Béthune est dans les montagnes, et dans le nord-ouest de la Chine. Il va aider autant qu'il peut. Il va aller derrière les lignes de front, par exemple, quelques kilomètres derrière. Il va atteindre une réputation là-bas phénoménale. Éventuellement, à peu près 2 ans après être arrivé, il va opérer, lui aimait opérer, pas de gants. Oui. Donc, il va opérer un soldat chinois. Il va se couper avec son bistouri, un petit peu. Et puis, sa blessure va s'infecter. Voilà. Et quelques semaines plus tard, il meurt d'une septicémie, une infection du sang. Alors, le voilà mort, notre pauvre Béthune. Et on va voir maintenant ce qui va arriver en Chine avec lui. Ce qui vous intéresse surtout dans son cas, c'est de voir son image publique au Canada. Mais ce qui est frappant, pendant les 30 premières années après sa mort, c'est qu'au Canada, on n'en parle à peu près pas. Mais en Chine, au contraire, il devient instantanément un héros. Alors, expliquez-nous donc comment c'est arrivé, ça, qu'il devienne un héros en Chine. Oui, alors, je dois commencer par qu'est-ce qu'il a fait au moment où il était encore en vie. Et donc, il est en Chine. Déjà, quand il rencontre les Chinois sont très contents de le recevoir. Il n'y a à peu près aucune aide étrangère à ce moment-là. Donc, arrive un docteur occidental étranger avec sa science très moderne pour l'époque. Et il se fait accueillir déjà par des hurrahs dans les villages où il va. Et même les autres docteurs occidentaux ont vécu la même expérience. C'était pas juste Béthune. Tout le monde est content, évidemment, de voir une aide étrangère comme ça. C'est très, très, très apprécié par les Chinois. Ensuite, Normand Béthune rencontre les hauts dirigeants chinois qui sont intéressés par son expérience espagnole. Il va rencontrer Mao Tse-tung lui-même dans une soirée où ils vont prendre le thé avec des arachides et puis avec une traductrice. Donc, il a rencontré Mao. Oui, il rencontre Mao et Mao lui dit « Je trouve que vous ressemblez à Lénine. » Bon, ça va bien. Ça va bien. Et puis Béthune est flatté, très content. Il est comme un poisson dans l'eau, lui, quand il rencontre les hauts dirigeants chinois. Il est très content. Ensuite, Normand Béthune, évidemment, va aller derrière les lignes de front. Il va opérer avec une vitesse qui vraiment va impressionner les Chinois. D'ailleurs, il était reconnu pour ça même au Canada. Il opérait avec une belle vitesse. Et puis, en situation de guerre, ça va lui être très, très utile. Par exemple, le 28 avril 1939, il opère pendant 69 heures, presque sans pause. 69 heures? 69 heures. Et 115 soldats sont opérés à ce moment-là. Oui. Donc, ça, c'est le genre de performance qui vont forger sa légende. Et puis, après ce genre de performance-là, les Chinois vont dire, il y a des slogans qui vont arriver dans cette zone-là communiste. Ils vont dire, ne craignez pas d'attaquer. Si on est blessé, Béthune est derrière nous, il va nous sauver. Allons à l'attaque. Voilà. Et là, ça animait, ça favorisait le moral des troupes. Donc, il y a ça d'abord. Oui. J'ai déjà connu dans le monde communiste chinois à ce moment-là. Il meurt en 1939. Qu'est-ce que ça fait? Quand on meurt et qu'on est déjà un peu célèbre, on devient une sorte de martyr de la cause. C'est ça. Donc, il devient un martyr. Et puis, Mao va écrire un essai sur lui en 1930. Oui, en décembre, ça s'appelle Jinyan Bai Chuan. Bon. Je veux dire... Traduisez-nous ça de grâce. À la mémoire de Normand Béthune. À la mémoire de Normand Béthune. Oui. Et donc, il va décrire Normand Béthune comme une personne altruiste qui pense aux autres avant de penser à lui et que tous les communistes chinois devraient imiter ou émuler. Donc, tous les communistes chinois devraient prendre exemple sur Normand Béthune. Ah, merci beaucoup, Marc Saint-Pierre. On voit très bien là comment il est devenu un héros en Chine. Mais regardons maintenant ce qui se passe au Canada pendant ces 30 premières années, j'ai dit de 1939 de sa mort jusqu'en 1968, où il n'y a à peu près rien. Enfin, est-ce qu'on peut dire qu'il est complètement inconnu à ce moment-là?
Bon. Alors, on ne peut pas dire qu'il est complètement inconnu. Bien sûr, ceux qui l'ont connu personnellement se rappellent de lui très bien. Ceux qui l'aimaient moins. Par ailleurs, les communistes canadiens vont tout de suite le Ah ben reconnaître. eux, oui, c'est sûr. Ils vont tout de suite le reconnaître comme un grand communiste canadien, Personnage, un oui. héros du monde communiste Voilà. canadien, bien sûr, jusqu'à nos jours. Oui. Ça reste le cas. Mais effectivement, là où en Chine, il devient un mythe de la nouvelle mythologie communiste chinoise, c'est ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais après 1949, les communistes chinois prennent Ben le oui, pouvoir dans évidemment. l'ensemble de la Chine et là, Béthune devient une célébrité Encore plus. encore immense. Et puis, C'est vous ça. verrez dans le livre, pour ceux que ça intéresse, Ben oui. mais c'est incroyable qu'est-ce qui se passe avec son Ah image oui, tout ça est publique. décrit dans le livre, mesdames, messieurs, ne manquez pas ça. Donc, au Canada, au contraire, c'est comme si en fait un fantôme complètement différent Oui. est apparu au Canada pour représenter Normand Béthune. Celui du Canada, effectivement, passe par un très long purgatoire. Et donc, il semble au départ qu'il n'en sortirait jamais de ce purgatoire-là. Faut se rappeler du contexte. C'est la guerre C'est froide ça. après la Deuxième Guerre mondiale. Le Canada est férocement anticommuniste, et en particulier au Québec. Au Québec, c'est Maurice Duplessis qui est au pouvoir. C'est la loi du cadenas qui est adoptée en 1937. Donc, l'Église catholique en particulier est férocement anticommuniste. Donc, au Québec, c'est le silence par rapport à Béthune. On n'entend pas parler de lui. Au Canada, pas vraiment non plus. Bon. Alors, écoutez, on va laisser ça là pour l'instant. On est dans le mystère. Comment vont se rétablir les relations avec Béthune? Mais avant ça, mesdames, messieurs, Marc Saint-Pierre a déniché pour nous une ode à Béthune, imaginez-vous, écrite en 2019 pour célébrer le 80e anniversaire de son décès. Et c'est une ode, c'est un chant en chinois. On va écouter pour nous donner une petite idée le premier couplet de cette ode à Béthune. 有人说你是一只雄鹰，不为险阻向长空；你那里是一只繁鸟，那是你的本色心情。在山河中穿越，与死神搏击。义无反顾，淡定从容。你分明是一只火凤凰，浴火重生，气贯长空。啊，白君，你是火凤凰，浴火重生，气贯长空。 Nous voici de retour avec Marc Saint-Pierre et nous continuons à discuter de son livre Revenant de Chine, Norman Béthune en mémoire, paru aux presses de l'Université Laval. On arrive donc au tournant dans la destinée de Norman Béthune et son rayonnement au Canada. C'est ce que vous appelez, Marc, le ballet diplomatique sino-canadien qui a lieu grosso modo de 1969 à 1976. Et le cœur, le clou de cette histoire, si je peux dire, c'est le rétablissement des liens diplomatiques avec la Chine en 1970. Alors, quel a été le rôle de Béthune dans toute cette histoire-là? Alors, le rôle de Béthune dans cette histoire-là est vraiment intéressant. Alors ça, je ne m'y attendais pas, moi, quand j'ai commencé à faire ma recherche sur Béthune, que ça allait m'amener sur le territoire de la diplomatie sino-canadienne. Béthune, à ce moment-là, Trudeau arrive au pouvoir en 68 et on réalise à quel point, on l'avait déjà réalisé, mais on le réalise encore plus à ce moment-là, on réalise à quel point Normand Béthune est une personnalité incontournable en Chine. Et donc, quand on veut rétablir les ponts avec la Chine, les Chinois vont tout de suite faire référence à Normand Béthune. C'est instantané. Mm-hmm. Et donc, Trudeau, qui connaissait déjà bien la Chine, je pense que c'est peut-être venu, oui, peut-être que c'est venu de lui-même. Quand les négociations vont commencer à Stockholm en 1969, territoire neutre, les Canadiens vont préparer une stratégie pour amener les Chinois à négocier, à amorcer, disons, les négociations.
Ils vont présenter un film qui a été fait en 1964, un documentaire de l'ONF sur Normand Béthune. D'ailleurs, un documentaire que je recommande, Oui. qui est gratuit sur À Internet. l'ONF, on À peut l'avoir l'ONF, facilement accès, bien c'est sûr, ça. exactement. Très bon documentaire. Et ils vont présenter ce documentaire-là dans leur rencontre. Les Chinois vont sortir de leur rencontre et c'est comme ça que commencent les relations L'amorce. sino-canadiennes. Voilà. Voilà, c'est l'amorce. Il va servir de facilitateur. C'est comme une huile dans l'engrenage. C'est pas forcément déterminant, mais c'est un facilitateur. Et puis, ça continue, bien sûr, après ce moment-là. Les relations sont officialisées en 1970. Oui. Et puis, à ce moment-là, on pense déjà aux visites de plusieurs ministres et tout ça, à consolider ces relations-là. Éventuellement, Mitchell Sharp, le ministre des Affaires étrangères, va aller en Chine en 1972. Mais c'est-à-dire qu'il y avait des Chinois qui venaient au Canada à partir de 1970 et puis eux, ils voulaient absolument faire un pèlerinage à la maison de naissance de Normand Béthune, qui se trouve en Ontario, au nord de Toronto, à Gravenhurst. Gravenhurst, Oui, oui. un petit village au nord de Toronto. Et eux, ils vont à la maison de naissance de Béthune, qui est à ce moment-là habitée par un pasteur presbytérien et sa famille. Il n'y a aucun souvenir de Béthune, rien qui est dédié à sa mémoire. C'est tout simplement une personne privée qui habite là avec sa famille. Et les Chinois vont aller là plusieurs fois. Donc, des délégations, parfois de diplomates, parfois d'acupuncteurs, parfois de commerciales, etc., vont forcément, quand ils viennent au Canada, passer par la maison de Normand Béthune. Et donc, on réalise du côté canadien qu'il faudrait peut-être l'acheter, la transformer en musée pour justement favoriser ces relations-là. Donc, arrive bientôt la fameuse rencontre, pas la rencontre, la visite de Sharp en Chine en 1972. Il n'y a rien qui est fait encore. Donc, avant d'acheter sa maison, de la transformer en musée, il y a une étape préliminaire. Il faudrait d'abord qu'il soit reconnu comme un Canadien d'importance nationale. Et donc, le débat va passer à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada qui va débattre du sujet. Et à ce moment-là, il y a un critère qui est très strict qui fait qu'un Canadien ne peut pas être admis, je dirais, au panthéon des héros canadiens s'il n'a rien fait pour le Canada. C'est ça. Alors que Béthune, ses accomplissements principaux sont en Espagne et en Chine. Donc, au départ, on arrive en 1900... Et là, il va y avoir une pression politique pour que, du ministère Oui. pour que ce soit reconnu, qu'il soit reconnu comme un personnage national. Oui, au départ, en 71, on dit Normand Béthune n'a pas une importance historique nationale. Mais le débat devient une patate chaude dans les mains du gouvernement et c'est le ministre des Affaires étrangères, Mitchell Sharp lui-même, qui va envoyer une lettre à Jean Chrétien, qui est ministre des Affaires indiennes et du Nord et aussi de la Commission des lieux monuments historiques du Canada, pour qu'il fasse admettre Béthune comme un citoyen d'importance nationale. Et donc, une semaine avant la visite de Sharp en Chine, la commission se réunit de nouveau dans une réunion d'urgence commandée par le ministre Chrétien. Voilà. Et puis, on va reconnaître un nouveau critère permettant à un Canadien qui a fait quelque chose à l'étranger d'être admis comme un citoyen d'importance nationale. Et tout de suite après, on discute de Béthune et on l'admet finalement le 10 août 1972 où on dit Normand Béthune doit être reconnu comme une figure historique sur le plan national. Et voilà. Formidable. Et voilà. Alors, c'est comme ça que ça s'est fait en 1972. Écoutez, mesdames, messieurs, dans le livre de Marc Saint-Pierre, vous avez tout un autre chapitre qui décrit le rayonnement de Béthune au Canada, mais alors de 69 à 79. Vous pourrez lire ça dans le livre. Nous, pour l'instant, je vais vous signaler aussi que le livre se termine en beauté par un épilogue qui retrace même la suite de l'histoire, grosso modo, de 1979 à 2021. Par exemple, avec un timbre qui va être émis, ou encore la maison dont vient de nous parler Marc, qui va devenir un lieu historique national. Alors, c'est vraiment un livre des plus stimulants, et je vous remercie beaucoup, Marc Saint-Pierre, de l'avoir produit, comme je vous remercie d'être venu pour cette entrevue. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en conclusion sur Normand Béthune et sa fortune au Canada et en Chine? D'abord, merci encore de l'invitation. C'est très gentil. Et puis, ce que je pourrais dire pour finir, eh bien, j'espère que je vous ai permis de mieux comprendre qui était Normand Béthune.
On le voit encore dans le livre, on le voit dans d'autres livres, mais dans le mien aussi. Et je pense que Béthune est quelqu'un qui gagne à être connu. C'est quelqu'un qui a donné un sens à sa vie qui était alors qu'il pensait qu'il n'y en avait pas au départ. Donc, c'est intéressant. Et ensuite, bien sûr, il y a une histoire qui suit sa mort. Voilà. Et cette histoire-là aussi, je pense, mérite d'être connue. Et c'est ce qu'on trouve beaucoup dans votre livre, dont je rappelle, mesdames, messieurs, le titre « Revenant de Chine, Norman Béthune en mémoire », qui a été publié en 2023 aux presses de l'Université Laval. Et maintenant, on va écouter une autre chanson choisie par Marc Saint-Pierre, une chanson bien typique des années 1970, faite par la Ligue communiste marxiste-léniniste au Canada, au Québec, en hommage à Norman Béthune, qu'on trouve facilement sur YouTube. Je vous donne le texte du début du refrain, et je vous cite cette phrase-là. « Camarades, suivons son exemple, donnons-nous à la révolution. » Camarades, suivons son exemple, donnons-nous à la révolution, au service des peuples du monde entier. Bâtissons le monde communiste. Le 12 novembre 1939, dans les montagnes du nord de la Chine, le docteur Béthune est mort à son poste, son exemple éclaire notre chemin. Norman Béthune, médecin du peuple, cherchait la cause de la maladie. Il l'a trouvé, c'est le capitalisme. Béthune est devenu communiste. Camarades, suivons son exemple, donnons-nous à la révolution, au service des peuples du monde entier. Bâtissons un monde communiste. Canadien de citoyenneté, chirurgien de par son métier, son esprit était celui du monde entier, sa cause celle de tous les exploités. Il a décidé de se joindre à la lutte, médecin pour la révolution. Il a choisi de porter sa science au service des peuples travailleurs. Camarades, suivons son exemple, donnons-nous à la révolution, au service des peuples du monde entier. Bâtissons un monde communiste. Nous revoici à l'émission Notre Histoire en tête et nous continuons à explorer le bouillonnement des mouvements de gauche au Québec au tournant des années 70. Nous recevons aujourd'hui Marcel Naud Jr., qui vient nous parler de son ouvrage « Cuba, Chili et Québec, : la consolidation de la solidarité anti-impérialiste, 1959-1979 », publié au Septentrion en 2023. Bonjour Marcel. Bonjour Guy, merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir. Écoutez, chers auditeurs, aujourd'hui, c'est une occasion bien spéciale pour moi, car j'ai eu le plaisir d'avoir Marcel Naud comme étudiant en histoire à l'Université de Sherbrooke, la dernière année où j'y enseignais, en 2010-2011. Ça fait déjà un bout de temps. Et le livre qu'il nous présente aujourd'hui est le fruit de son mémoire de maîtrise qui a été soutenu en 2018 sous la direction du professeur Maurice Demers. Vous êtes né, Marcel, en 1986 et vous avez grandi à Sherbrooke. Mm-hmm. Je voudrais d'abord vous demander qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce sujet de recherche? En fait, j'ai toujours été intéressé par les révolutions, notamment dans les années 60 et 70, que ce soit en Grande-Bretagne, on pense l'Angleterre, l'Irlande, surtout avec les attentats de l'armée républicaine irlandaise, l'IRA. Aux États-Unis, on pense par exemple le Black Panther Party, le Wonder Underground, en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Allemagne, etc. Bref, cet intérêt s'est entremêlé avec une autre question importante qui m'a fasciné durant la dernière année de mon baccalauréat à Sherbrooke, le nationalisme. Comment est-ce qu'un pays se définit? Comment se défend-il contre un élément considéré subversif pour sa survie? En fonction des paradigmes du nationalisme, ou du moins ce qu'on en connaît, quelle position le pays concerné prend-il vis-à-vis, par exemple, la guerre, le racisme, l'énergie nucléaire, la guerre du Vietnam, etc.?
Les deux questions ont pris le dessus dans mon champ d'études à venir et je voulais explorer la question québécoise à ce moment-là. Toutefois, après une discussion intéressante avec mon ancien comparse Michel Morissette, j'ai décidé de me pencher sur la question cubaine. En fait, il m'a suggéré l'ouvrage de Robert Wright, intitulé Three Nights in Havana, paru en 2007 comme piste de départ. Surtout, il m'a lancé l'idée d'explorer à la fois le Québec et Cuba dans les années 60. Par après, mon champ spatio-temporel s'est étendu vers le Chili, voire l'Amérique latine dans son ensemble, après même discussion avec mon directeur de maîtrise, M. Demers. Puis, comme on dit, le reste, c'est de l'histoire. Ah, bien, vraiment. Cette ouverture à l'international est vraiment très intéressante. Mm-hmm. Et pour moi, en tout cas, ce que je trouve intéressant dans ton cas, c'est que il y a des gens comme moi qui sont nés dans les années 40 et on a vécu ces événements-là, la révolution cubaine, Fidel Castro en 1959, l'élection de Salvador Allende en 70, c'était des grands événements. Le coup d'État d'Augusto Pinochet en 1973. D'ailleurs, l'an dernier, on s'en souvient, en 2023, on a beaucoup souligné le 50e anniversaire de ce coup d'État. Mm-hmm. Mais vous, Marcel, vous êtes né dans une autre génération. Vous n'avez pas connu ces événements-là et vous n'avez pas non plus connu les événements qui ont secoué le Québec dans les années 60 et 70, la Révolution tranquille, la crise d'octobre, la grève générale du Front commun en 1972, avec tout le bouillonnement idéologique qui a accompagné cette période-là. Alors, vous arrivez avec un regard neuf et vous nous replongez dans ce contexte d'effervescence internationale que vous venez de nous décrire. Oui. Vous avez toutes les répercussions de ces grands événements-là, surtout ici dans le cas de Cuba et du Chili, et vous étudiez les réactions que ces événements-là ont suscitées au Québec. D'abord, dans un certain nombre de journaux de gauche et de revues d'idées, et ensuite, vous décrivez un certain nombre de mouvements de solidarité qui se sont mis sur pied à l'occasion de ces événements du Chili. Alors, pour voir la répercussion au Québec de ces deux révolutions à Cuba en 59 et au Chili en 70, vous auriez pu, comme le font plusieurs personnes, recourir aux grands journaux quotidiens. Mais vous avez plutôt choisi des petits journaux de groupes militants comme Québec Presse ou le journal En lutte, ou encore des revues d'idées, et j'en nomme quelques-unes, l'Action nationale, Cité libre, Parti pris, Relations ou Maintenant. Alors, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là? Ben, selon moi, c'était plus pertinent d'étudier et d'analyser ces organes plutôt que les journaux quotidiens de l'époque, comme par exemple La Presse, Le Devoir, quoique selon moi et selon vous aussi, M. Laperrière, vous seriez d'accord avec moi en disant que le journal Le Devoir se démarque un peu plus avec sa méthodologie et sa réputation. D'autres journaux comme le Journal de Montréal, le Journal de Québec, La Tribune, Les Voix de l'Est, Le Soleil, j'en passe. Bref, pour moi, la vision générale de la presse de l'époque était un peu trop abstraite et linéaire pour moi. Dans le sens que les propos étaient généralisés et objectifs. Il n'y avait qu'une opinion qui était ressortie, c'est, on va se le dire bien franchement, celle des corporations, celle des médias, celle des capitalistes. Bref. D'autant plus que Daniel Guy a rédigé un ouvrage sur la chose en 1983 intitulé « Les élites québécoises de l'Amérique latine », dont j'ai pu faire un compte-rendu dans un de mes cours au baccalauréat à maîtrise en histoire avec Amélie Bourbeau. Mais je voulais pas m'attaquer à cela nécessairement. Pour revenir aux revues d'idées en tant que telles, n'oublions pas que les articles que j'ai choisi d'analyser pour mon ouvrage étaient rédigés par des intellectuels militants, non par des journalistes. Les intellectuels, à l'époque, comme on le sait, avaient un rôle précis dans ce vecteur sociopolitique, voire socio-national, dans le cadre de la Révolution tranquille, c'est-à-dire celui de reconcevoir l'État du Québec, de trouver un modèle pour renouveler le paysage québécois de l'époque. C'est ça qui m'a davantage intéressé, qui m'a davantage attiré en tant que chercheur et historien à venir, et qui m'a convaincu de prendre la revue d'idées comme source primaire. Après tout, André Fortin l'a souligné au début des années 90 que la revue d'idées était une tribune, un médium dans lequel on pouvait s'exprimer librement, visant un lectorat précis, attiré par l'engagement révolutionnaire de l'époque, même si la question s'effrite peu à peu dans les années 70. Alors donc, c'est comme ça que vous avez choisi ces revues-là, que ça donne un très bon résultat d'ailleurs. Oui. Et maintenant, si vous voulez, on va passer à notre premier sujet du jour, si je peux dire, qui est la Révolution cubaine. C'est votre premier chapitre.
qui porte sur cette révolution de Fidel Castro en 1959. Alors, vous rappelez les premiers événements, la nationalisation des entreprises états-uniennes, la révolution agraire, puis ensuite, en 1960, il y a le renforcement des liens avec l'URSS, le blocus économique des États-Unis contre Cuba en 1964, jusqu'à la première conférence tricontinentale de La Havane en 1966 et le célèbre assassinat du Che Guevara en Bolivie en 1967. Alors, comment résumeriez-vous la position des revues d'idées québécoises face à cette révolution cubaine? Ben, c'est plus une réaction qu'une position au départ. La réaction s'exprime à travers une dichotomie précise que je souligne à de nombreuses reprises dans ce chapitre. D'une part, au tournant des années 60, on pourrait dire à partir de 1959, lorsque la révolution cubaine commence et le moment où Fulgencio Batista est exilé, il y a une véritable antipathie qui se dégage des rédacteurs de revues comme Relations et l'Action nationale. Mais Relations, il faut faire une petite nuance. Il faut apporter une petite nuance parce que ce qui est intéressant, c'est que la revue a quand même des tendances progressistes bien avant les années 60, ne l'oublions pas, avec la question de la crise de l'amiante, par exemple. Et l'Action nationale, ben, c'est un périodique gauchiste et nationaliste. Alors, de base, c'est sûr que les opinions vont différer des auteurs qui appartiennent au camp de la gauche. Plus précisément, des auteurs comme les Jésuites, Luigi d'Apollonia, Jean Genet, Edmond Segmars et d'autres auteurs anonymes. Bref, on désapprouve complètement les réformes castristes par crainte de l'avenir de la population cubaine, mais aussi par crainte qu'une autre dictature se présente après celle de Fulgencio Batista. D'autre part, on voit apparaître progressivement une sympathie, timide au début, par des auteurs plus progressistes comme Raoul Roy dans la revue socialiste, le pionnier de l'indépendantisme socialiste québécois, Adèle Lauzon, la première femme attitrée comme journaliste aux affaires internationales au Québec, et les auteurs de la revue culturelle Situation. Cependant, ça va vraiment être au milieu des années 60 que cette sympathie va se concrétiser, avec l'arrivée de la sociologie marxiste au Québec. Ça va être plus évident avec les partisans du FLQ, Pierre Vallière. Pour ceux qui connaissent l'histoire contemporaine du Québec, j'ai pas besoin de vous faire une introduction, c'est un must à considérer en guillemets. Michel Van Schendel, Pierre Vadon-Boncoeur, les autres rédacteurs des revues Parti pris, Socialiste 64-68. Bon, pour eux, Cuba est un modèle à reproduire et une leçon à tirer pour construire et édifier notre propre rhétorique anti-impérialiste à la québécoise, à reconcevoir la libération nationale dans cette conjoncture précise de l'histoire contemporaine du Québec et même à l'échelle internationale. Mon ami fidèle, pour amener le peuple au ciel, sur les ondes d'une radio rebelle, il faut une samba éternelle. Après ce petit clin d'œil à Robert Charlebois, passons maintenant à la Révolution au Chili. Vous dites, Marcel Naud, qu'elle a plus marqué le Québec que la Révolution cubaine. Évidemment, le contexte de 1970, c'est pas celui de 1959. On va regarder ça d'un peu plus près, si vous voulez. De 64 à 70, on a le gouvernement démocrate-chrétien d'Édouard Frei avec son programme « Révolution dans la liberté », qui est un programme résolument anticommuniste. Arrivent ensuite les élections de 1970, l'Union populaire de Salvador Allende, ça regroupe les partis de gauche, et cette Union populaire se faufile entre la droite et le centre c'est les démocrates chrétiens, de telle sorte que le 4 septembre 1970, Allende est élu président du Chili en promettant une voie démocratique vers le socialisme. Et la première mesure qu'il prend, c'est de nationaliser les mines de cuivre, qui est une des principales ressources du Chili, mais sans indemniser les compagnies. Alors, on comprend les sursauts que ça a provoqué. Les tensions sociales vont augmenter en 1972, et c'est le 11 septembre 1973 qu'a lieu le fameux coup d'État dirigé par le général Pinochet. Alors, dans les revues que vous avez regardées, les journaux, etc., dans vos sources, quelle est la réaction pour cette période d'abord de 70 à 73? Là?
Ben, de manière générale, mis à part les désapprobations des nationalistes gauchistes dans l'action nationale, pardon, le Chili était vu comme un espoir pour le Québec. Par exemple, on prend le journal Québec Presse. Les auteurs, notamment Jean-Pierre Mélu, ont reconnu la démarche anti-impérialiste modérée prise par AND afin d'éviter toute insurrection de la droite et de l'armée contre lui. Donc, il y avait un rapport des forces à considérer, puis un compromis qui devait se faire entre ces partis. Ce qui a entraîné la méfiance de Richard Nixon. Le ton montait un peu plus envers le gouvernement Allende, ce qui a radicalisé encore plus en conséquence la tournure anti-impérialiste qu'Allende va prendre par la suite. Pas de pain sans liberté, comme l'article de Méhu le dit dans Québec Presse. Ensuite, pour la revue maintenant, le Québec pouvait prendre la même forme de gouvernement que celui du Chili, c'est-à-dire maintenir les bases capitalistes du gouvernement tout en proposant une rhétorique socialiste et anti-impérialiste pour sauvegarder la démocratie. Il y avait une possibilité d'entrevoir la reconstruction sociopolitique du Québec en suivant la continuité de l'expérience chilienne, et ce, malgré les différences évidentes entre les deux pays. Comme Cuba dans les années 70, la rhétorique anti-impérialiste d'Allende était une inspiration pour ses auteurs. Le Chili aurait réussi à appliquer son programme socialiste par la présence des appareils politiques à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la population chilienne. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il s'agissait d'appliquer la légalité dans l'illégalité, ce qui est non seulement une première dans l'histoire d'Amérique latine, mais aussi un modèle plausible pour renouveler le paysage politique du Québec à l'époque. Toutefois, on ne peut pas passer à côté de la question de l'ingérence états-unienne au Chili. Les forces états-uniennes, travaillant en coulisses avec Augusto Pinochet et sa junte, auraient été en grande partie du renversement d'Allende et du coup d'État subséquent du 11 septembre 1973, selon plusieurs auteurs analysés dans mon ouvrage, notamment dans Québec Presse, le journal d'En lutte et Mobilisation. Il y aurait donc eu une collaboration implicite entre la junte militaire de Pinochet, la CIA, le syndicalisme états-unien et les multinationales états-uniennes pour renverser Allende du pouvoir. Dans le fond, lors du coup d'État, le socialisme chilien a connu son arrêt de mort, point à la ligne. Mais plusieurs auteurs ont dénoncé ce manque de pragmatisme et de révisionnisme de la part d'Allende comme raison principale, mis à part l'ingérence états-unienne, qui a mené à sa perte totale. Alors, ça nous amène directement à ce fameux coup d'État de 1973, qui est un événement capital. C'est, dans vos termes, vous dites, c'est un tournant majeur de l'histoire latino-américaine. En effet, le coup d'État au cours duquel le président Allende se suicide est suivi d'une forte répression. Et c'est là qu'on a la mise sur pied d'une dictature militaire. C'est là également que partent plusieurs militaires, vont quitter le Chili, plusieurs militants de l'Union populaire, dont un bon nombre d'ailleurs vont se retrouver au Québec. Pour expliquer ce coup d'État, vous l'avez laissé entendre dans votre réponse précédente, les analystes, au Québec comme ailleurs, mettent beaucoup en cause l'ingérence des États-Unis au Chili. C'est un des traits dominants de l'opinion. Et au Québec, à peu près tout le monde s'entend sur cette interprétation-là. Mais quand vient le temps d'interpréter l'ensemble de la situation, on a un tel foisonnement à ce tournant des années 70, de revues, de mouvements de gauche, avec des idéologies qui vont dans tous les sens, que chacun tire la couverte, si je peux dire, de son côté. D'une part, on a des organes marxistes-léninistes d'extrême gauche, comme En lutte, et d'autre part, on a un journal comme Québec Presse, avec Serge Mongeau. Serge Mongeau qui est allé étudier au Chili, qui met de l'avant un socialisme, si je pourrais dire, plus classique. Et en même temps, dans les revues, on voit aussi des interviews, vous en parlez, c'est très intéressant, de missionnaires québécois qui sont au Chili et qui ont pris vraiment le parti de la Révolution. Alors, quelle interprétation définitive doit-on surtout retenir de ce coup d'État? Bon, c'est sûr que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ingérence américaine est en grande partie responsable du coup d'État chilien en 1973 du renversement d'Allende. Ça, c'est clair, c'est la raison principale ou le facteur principal de la chute ou, si on veut, de la mise à mort du socialisme chilien. Toutefois, il y a d'autres facteurs qui peuvent être énumérés ici pour expliquer le coup d'État. La déstabilisation socio-économique entreprise par les multinationales états-uniennes qui ont injecté des capitaux états-uniens par la bourgeoisie chilienne à travers la bourgeoisie chilienne,
afin d'entraver les mesures d'Allende. Puis la grève d'ouvrières d'Alta-UNT en 1973 en est la conséquence principale. Bon, j'avais mentionné le syndicalisme états-unien, plus précisément l'AFL-CIO, qui est l'American Federation of Labor, trait d'union Congress of Industrial Organizations, ou si on veut en français, Fédération américaine du travail, Congrès des organisations industrielles. Bon. La grande centrale américaine. Oui, exactement. C'est vraiment le grand joueur du syndicalisme états-unien à l'époque. Bon. C'est intéressant. On aurait formé des syndicalistes virginiens dans l'État de la Virginie pour inciter les gens à faire des grèves et à encourager les entrepreneurs à imposer des lock-outs envers leurs employés. En fait, ça a été avancé dans les articles dans Lutte que plusieurs d'entre eux, et de Québec 13, je crois, si la mémoire est bonne, plusieurs d'entre eux ont voyagé entre 70 et 73, je parle des syndicalistes chiliens, pour rencontrer des dirigeants et des membres de la FL-CIO, l'Institut pour le syndicalisme libre et le Secrétariat international du travail. En fait, 90% du budget de l'Institut aurait été financé par les multinationales concernées. Il y a aussi d'autres facteurs, l'implication du gouvernement états-unien à travers la CIA, la participation canadienne, ça c'était vraiment étonnant pour moi. Quoique connaissant Pierre-Éliott Trudeau et ses motifs, ça hantise de tout élément subversif relié à la crise d'octobre. Ça m'étonne pas vraiment, mais il y avait une logique particulière. C'était d'aider au développement du Chili, puis fallait à tout prix conserver des relations étrangères canadiennes. Puis lorsque le coup d'État est arrivé, il y a eu un dilemme à considérer, mais Trudeau a décidé de faire ignorant, de jouer la carte de l'ignorance là-dessus et s'est associé à Pinochet, qu'on veuille l'admettre ou non. Et enfin, le facteur principal pour plusieurs auteurs, je l'avais plus ou moins mentionné tout à l'heure, c'était l'attentisme d'Allende. Allende était constamment tiraillé entre les bases bourgeoises du gouvernement chilien et le socialisme démocratique qu'il voulait mettre au point. En lutte, on va critiquer énormément Allende là-dessus, un modèle qui était trop irréalisable, trop irréaliste, associé aux bases socio-économiques de la bourgeoisie chilienne, selon eux. Puis c'était une leçon importante pour les auteurs dans la lutte, car s'il fallait faire la révolution socialiste, il fallait faire sous la direction d'un parti révolutionnaire guidé par le marxisme-léninisme. Point à la ligne. Ce qui est significatif, c'est qu'après le coup d'État, plusieurs acteurs de la société civile québécoise ont pris la parole pour dénoncer ce qui s'est produit dans ce pays. Puis là, à ce moment-là, on va constater un réel mouvement de solidarité Québec-Chili qui, éventuellement, va se diriger vers l'Amérique latine. C'est justement le sujet auquel je voulais arriver. C'est le sujet de votre dernier chapitre. Oui. Cet élargissement du Chili à l'ensemble de l'Amérique latine. Alors là, vous nous présentez à ce sujet-là, comme réaction au Québec, 5 mouvements qui ont été mis sur pied par solidarité avec le Chili, souvent pour accueillir les réfugiés, mais surtout, dites-vous, pour lutter contre l'impérialisme états-unien. Et à cet égard, le Québec mène le même combat que l'Amérique latine. Alors, on n'aura pas le temps ici de parler de tous ces organismes, il y en a 5. Je les nomme rapidement, vous pourrez ensuite en choisir un que vous voudrez commenter. Alors, voici les 5 organismes que vous traitez dans votre ouvrage. Le premier, c'est les Chrétiens pour le socialisme, avec notamment Yves Vaillancourt dans la revue Relations. Le deuxième, le secrétariat Québec-Amérique latine, qui a été lancé par des dirigeants syndicaux. Le troisième, le comité Québec-Chili, mis sur pied par 3 missionnaires québécois expulsés du Chili après le coup d'État, avec notamment Jean Ménard. Un quatrième, c'est le Carrefour de solidarité internationale de Sherbrooke. Et le cinquième, c'est le Centre international de solidarité ouvrière, qu'on appelle le CISO, lancé par Michel Chartrand et le Conseil central de Montréal de la CSN en 1975. Alors, pourriez-vous, Marcel Naud, nous en présenter un de ces 5-là qui va nous donner un bon exemple? Oui, regardez, sans dénigrer les autres organismes qui existaient à l'époque, tant qu'à moi, il y en a un seul qui représente parfaitement l'apothéose de la solidarité Québec-Amérique latine, c'est le CISO, qui est encore heureusement actif aujourd'hui à Montréal. Oui. Fondé le 12 juin 1975 à Montréal, qui était sous la forme, à l'origine, d'une conférence ouvrière et militante internationale nommée Conférence internationale de solidarité ouvrière,
qui éventuellement est devenu le Centre international de solidarité ouvrière à Montréal, avec les efforts de Michel Chartrand, entre autres. Le CISO est né d'une résolution du CCSNM, le Conseil central des syndicats nationaux de Montréal, appuyé par les grands joueurs syndicaux du Québec à l'époque, comme la FTQ, le CRIM, le Comité régional intersyndical de Montréal, la CSN et la CEQ. C'est un projet conçu par les travailleurs québécois en solidarité avec des organisations de travailleurs en lutte contre l'exploitation impérialiste des multinationales en Amérique latine. Bref, Robert Quirillon, le porte-parole du CISO à l'époque, ou du moins un des porte-paroles importants du CISO, soulignait que cette conférence devait inévitablement se produire à Montréal, au cœur même de l'impérialisme, car c'est à partir des entrailles du monstre, en se référant à l'heureuse expression de José Martí, un des porte-paroles du nationalisme cubain du 19e siècle, avec les travailleurs québécois qu'il est indispensable de développer des liens de solidarité. Pour le CISO, et à la limite, pour le secrétariat Québec-Amérique latine aussi, le syndicalisme est perçu comme un moyen essentiel de construire une société socialiste, démontrant justement l'importance de reprendre cette problématique nationale pour s'émanciper de l'impérialisme anglo-saxon. Bon, alors, laissant de côté le manque de clarté sur l'adaptation des idées anticoloniales et leurs contradictions importantes au Québec, le contexte dans lequel le CISO et les autres ONG de cette nature vont maturer est un moment durant lequel les conceptions d'identité nationale pour chacun des militants syndicaux, des missionnaires, des éducateurs populaires, sont placées dans des catégories précises et restreintes, ce qui transforme le langage de la décolonisation des années 70 en un langage purement anti-impérialiste. Pour terminer, Marcel Naud, donnez-nous donc un mot de la fin, la principale chose que vous retenez de toute cette aventure. Ce que je souhaiterais que les gens retiennent de mon ouvrage serait une question. Quelle Amérique devrions-nous suivre aujourd'hui, tout simplement? Je vous laisse là-dessus. En terminant l'émission, je vais quand même remercier notre technicien Antonin Viss, qui fait l'enregistrement et le montage de cette émission. Je veux aussi remercier beaucoup Marcel Naud pour sa contribution. Marcel Naud Junior, donc, qui nous a présenté cet ouvrage sur Cuba, Chili et Québec, la consolidation de la solidarité anti-impérialiste de 1959 à 1979, ouvrage paru au Septentrion en 2023. Alors, merci beaucoup, Marcel. Et pour terminer, nous allons vous laisser, chers auditeurs, sur un chant emblématique de la Révolution chilienne par le groupe Quilapayún, El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la
que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.